Merci Zahir. Merci au Forcem d'avoir organisé cette conférence autour de cette question douloureuse des disparus. J'ai à ma droite Nassira Ditour, qui est la présidente de SOS Disparus Algérie, et elle-même, elle est la mère d'un disparu. Et à ma gauche, Ali Aïd Djoudi, qui est coordinateur ou président de Riposte Internationale, qui est une ONG de droits de l'homme et qui alerte sur la situation des droits de l'homme, notamment en Algérie. Alors pourquoi cette conférence? Cette conférence est organisée par le Forcem, qui est le Forum de solidarité euro-méditerranéenne, et qui est attaché à la coopération entre les peuples des deux rives de la Méditerranée dans la perspective de la défense des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Ce sont des valeurs d'égalité, des valeurs de dignité, des valeurs aussi de liberté d'expression. Et cette conférence est organisée donc par le Forcem pour rappeler à l'opinion publique que durant les années 90, l'Algérie a connu une période sombre de son histoire. Une période sombre durant laquelle des personnes étaient tuées comme si elles n'avaient aucune valeur. Alors que la valeur, la vie humaine, c'est la valeur suprême. Eh bien, il y a eu, on avance le chiffre de 200 000 morts, mais il y a eu aussi un chiffre qui est étonnant, près de 17 000 disparus. On dit le chiffre officiel de 17 000 disparus. Nassira Ditour va confirmer ou infirmer ce chiffre. Et qu'est-ce que c'est que les disparus? Les disparus, comme le verbe l'indique, ce sont des gens, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains ayant des âges différents, de différents sexes, de différentes régions, qui du jour au lendemain ont disparu. Ils ont été enlevés de chez eux ou de la rue par des organisations extralégales et dont les autorités disent « nous ne savons pas ». Nous ne savons pas. Cette question des disparus pose un problème évidemment politique, mais moral et juridique de la plus haute importance. Ça veut dire que il peut y avoir quelqu'un qui disparaît, mais quand il y a un nombre aussi grand, 17 000, ça veut dire que il y a eu tout un pan de la société, il y a eu tout un pan de la vie sociale en Algérie qui n'obéissait pas à la légalité, n'était pas protégé par la légalité. La légalité, c'est quoi? Les Algériens ne demandent pas la lune quand ils parlent de légalité. L'Algérie, c'est un État en construction, mais qui a quand même une constitution et qui dit que la violence est du ressort de l'État. Personne ne peut exercer la violence contre d'autres personnes. Seul l'État a le monopole légitime de l'exercice légitime de la violence, et encore l'État ou les services de l'État utilisent cette violence dans le cadre de la loi. Et nous avons vécu
une situation en Algérie où des groupes dont on dit que ce sont des groupes paramilitaires qui obéissaient et qui avaient des instructions de la police politique, qui agissaient en dehors de la loi de l'État, de la loi de leur État. C'est ça qui est inadmissible. Voyez-vous, quand un État arrête quelqu'un, le traduit en justice, d'accord, il a commis un acte qu'on peut approuver et que l'État désapprouve, c'est un moindre mal. Mais quand cet individu disparaît, il disparaît même physiquement. Nasser al-Tour ne sait pas si son fils a été jeté à la mer ou il a été enterré. C'est l'inhumanité. Et c'est ça qui est troublant. Et c'est pour cela que les familles des disparus ne veulent pas tourner la page. Il y a eu cette loi sur la réconciliation, sous Bouteflika. On a payé ces familles pour oublier les leurs. Et on dit ça et c'est fini, c'est... Non, pas. Mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier un fils. On ne peut pas oublier un mari. On ne peut pas oublier un frère. Ce que les familles de disparus demandent, c'est que la vérité soit faite. Et ces familles savent que les leurs sont décédés. Mais ces familles veulent faire le deuil. Et ce qui est important, et c'est là où il faut admirer le courage de personnes comme Nasser al-Tour, c'est que ces familles ne veulent pas que cela se reproduise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des gens disparaissent physiquement. Et des gens qui deviennent des entités non juridiques, des personnes non juridiques. Sans droit, quel que soit le niveau d'élaboration du droit. Mais sans droit, on ne peut pas exister comme société. La notion d'État, c'est une notion consubstantielle à la notion de droit. Eh bien, tant que cette question des disparus demeure, et tant que le pouvoir exécutif algérien, je ne parle pas d'État, je parle de pouvoir exécutif. Nous parlons d'État quand il y a les trois pouvoirs séparés. En Algérie, le pouvoir législatif n'est pas autonome, le pouvoir judiciaire n'est pas autonome, il n'y a que le pouvoir exécutif. Donc il y a un pouvoir central. Je suis désolé, il n'y a pas d'État. Où l'État est en construction. Et l'État se bâtit sur le droit. Et la finalité du droit, c'est de défendre les droits élémentaires de l'individu. Les droits élémentaires de l'individu. C'est quoi les droits élémentaires de l'individu? Et ces droits ne viennent pas de l'État. Ces droits viennent soit de la nature, soit de Dieu. Quand quelqu'un est né, il a des droits naturels. C'est son droit de vivre. C'est son droit de circuler. Voyez-vous, c'est sur cette notion moderne du droit que l'état de droit s'est bâti. Et malheureusement en Algérie, le pouvoir exécutif, il fait obstacle à la construction de l'état de droit. Il ne reconnaît pas les Algériens comme des sujets de droit. Il considère les Algériens comme leurs sujets. D'ailleurs, la dernière loi qui est scandaleuse,
si vous êtes contre ce pouvoir exécutif, eh bien on va vous enlever la nationalité algérienne. Ça veut dire que vous n'avez même... On va vous rendre des apadrides. En Algérie, on dit les belles. Voyez-vous? Et donc, je ne vais pas tarder à donner la parole à ceux qui ont été invités pour parler. Je suis désolé d'avoir été un peu long dans cette introduction qui aurait dû être courte, mais c'est pour vous dire l'état d'exaspération que les Algériens ressentent face à cette question douloureuse des disparus. Je vous remercie de votre écoute et je donne la parole à Nassera ou à Ali. Je donne la parole à Ali. Merci. Merci. Bonsoir. D'abord, merci pour l'honneur que vous nous faites par votre présence. Et donc, le thème de la conférence ou de la rencontre, c'est plus régime militaire et policier, mais aussi plutôt, à côté, il y a « vous ne nous faites pas peur ». C'est plus pour cette petite phrase « vous ne nous faites pas peur » que je souhaite développer. C'est la raison même de ma présence ici, parce que après 7 ans de lutte, 7 ans de hirak, de confrontation avec le pouvoir, et donc finalement il a réussi à instaurer un climat de terreur. Jamais l'Algérie, ni les Algériens, on connaît cette violence sur tous les plans. Violence politique, sociale, culturelle, et le régime militaire, c'est-à-dire la façade civile est tombée avec la disparition d'Abdelaziz Bouteflika, et puis donc avec Tebboune, on n'a jamais connu cette forme de violence. C'est vrai qu'on tombe d'ailleurs, juste un petit chiffre, pour parler dans le vif du sujet. Durant la période du 12-2019 et le mois de juin 2020, il y a eu 11 000 arrestations. C'est-à-dire, durant la période de Tebboune, 6 mois de Tebboune, dépassé de loin le nombre d'arrestations des 10 présidents âgés. Donc on ne parle pas de la première mandature. Et il y a eu 11 000, et depuis son installation, il y a eu 33 000 arrestations. Et actuellement, il y a 293 détenus dans les géoles du pouvoir. Et toute la classe politique, tous les opposants, soit c'est des anciens détenus, soit ils sont sous contrôle judiciaire, soit ils sont assignés à résidence. C'est le cas de Mazor Touati, et des militants qui signent chaque dimanche dans une caserne. Karim Tabou, Mohsen Belabbès, et des universitaires, Mira Mouknash, qui occupent actuellement dans les prisons avec des dossiers vides. La situation de la détention est inimaginable. Prenons le cas de la prison de Tunis, à côté de Chlef. C'est une prison construite en temps colonial. Elle n'est même pas digne d'être un abri ou un refuge pour des animaux. Eh bien, c'est encore une prison qui reçoit. D'ailleurs, Hakim de Bézi, un jeune citoyen, je ne dirais même pas militant, il a partagé un poste qui n'était pas à lui. Il est mort en prison. Ils l'ont laissé sans ses médicaments. Il laisse derrière lui une veuve et 2 orphelines. Pas que lui. La guerre menée contre les Mozabites. D'ailleurs, toutes les minorités confessionnelles sont dans le collimateur, étaient et sont dans le collimateur du pouvoir. Les Mozabites, ils ont assassiné leur leader, Kemal Din Fakhar. Moi, d'ailleurs, souvent les camarades me disent, mais écoutez, il faut dire qu'il a été laissé pour mort. Non, quand on a
une personne sous sa responsabilité. On doit le protéger. Mais jamais il y a eu une commission d'enquête ou un directeur d'une prison qui a été limogé suite à l'assassinat de Mohamed Damelt, suite à l'assassinat de Kemal Delfkhar, suite à l'assassinat de Hakim de Bazzi. Donc, vous voyez un petit peu. D'ailleurs, puisqu'on parle de la détention, à la prison de Tizi Ouzou, ça fait à peine une dizaine de jours, une dame m'a appelé pour me transmettre le message de son mari. Et une salle qui a une capacité de 40 détenus. Eh bien, ils ont mis entre chaque deux matelas une couverture. Et c'est devenu une salle de prison de 73 détenus. Durant les périodes de chaleur, ils n'ont ni climatisation, ni ventilation. D'ailleurs, ils leur ont demandé même de cotiser pour acheter des climatisations. Vous voyez un petit peu la violence, c'est-à-dire, et sans parler et à chaque fois, ils mettent dans l'isolement, comme Karim Tabou, comme beaucoup de militants, pour les punir, pour les torturer. Ben, pour la torture, Naqish a bien parlé. Bouhafs, quand on parlait des minorités, les Ahmadites, une petite communauté, il y a eu plus de 300 arrestations. Et ils sont poursuivis. Et ils n'ont pas le droit d'exercer, de pratiquer leur croyance, leur rituel. Donc après les Mzab, les Ahmadites, alors pour parler des chrétiens, c'est ce que subissaient les gens sous l'autorité de Daesh au Moyen-Orient, que nos compatriotes, nos frères algériens de confession chrétienne subissent actuellement. Ils ont fermé les 49 églises sur 49. Et ils ont jeté en prison tous les animateurs des églises, et les prêtres et tout ça. Et on pratique en silence, dans la peur, sa foi, juste pour vous donner une idée sur les minorités qui n'ont pas leur place. Le Ritibadite, ben c'est la communauté de Moufdi Zakaria qui a écrit l'hymne national Qassaman. D'ailleurs, il est décédé en Tunisie. C'était un apatride. Eh bien, le Ritibadite n'a jamais été reconnu depuis l'indépendance, la pseudo-indépendance, à ce jour, comme une confession musulmane, algérienne, bien qu'ils sont différents de toutes les autres rites sunnites, malikites. Donc, juste pour vous dire, il n'y a aucune couche de la société qui a échappé. Depuis l'installation de Tebboune, eh bien, il a délaissé, abandonné, d'abord pour rappeler, Tebboune est le président le plus illégitime dans l'histoire de notre pays. La constitution de Tebboune, c'est la constitution la plus boycottée, la plus illégitime depuis l'indépendance de l'Algérie. Et l'Assemblée nationale actuelle, c'est la plus illégitime depuis l'indépendance. Pour donner une image, eh bien, malgré que c'est des gens désignés, et qu'il a été boudé par les partis d'opposition, par les gens crédibles, donc eh bien, il a tourné le dos au Parlement, dans le Parlement, qui est une façade, une chambre d'enregistrement. Il a fait du Haut Conseil de sécurité son Parlement. D'ailleurs, la loi 87 bis, qui a changé la définition du terrorisme, maintenant le terroriste, ce n'est pas celui qui pose une bombe ou qui tue, non. Le terroriste, c'est celui qui dit « je souhaite un changement du pouvoir ». Il est terroriste. Un terroriste, c'est celui qui dit « écoutez, nous, la Kabylie, nous avons des spécificités ». Ah, il est du MAC. Et d'ailleurs, c'est le Haut Conseil de sécurité qui a catalogué le MAC comme organisation terroriste. Ils n'ont jamais frappé quelqu'un. Ils n'ont jamais tué quelqu'un. Ils ont tout le temps prêché, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, mais ce n'est pas des gens violents. Et Rachad, on a classé Rachad, qui n'a jamais frappé quelqu'un. Qu'il soit un mouvement islamique ou islamiste,
mais ils n'ont jamais violenté quelqu'un. Ils sont classés comme organisations terroristes. Après, c'est simple. Tous les opposants en Kabylie, elles sont du Maki. Même si ils ne le sont pas. Les pauvres d'ailleurs sont obligés de dire, mais écoutez, on n'est pas du Maki. Et tout le temps, et tout le monde, maintenant les artistes, pour qu'ils passent, il faut qu'ils mettent un drapeau algérien derrière pour dire, écoutez, j'ai mis un drapeau algérien, je suis patriote, hein, il faut jurer d'ailleurs. Et ils ont empêché les universitaires, les artistes, les intellectuels de quitter le territoire national pour ne pas animer un gala, une conférence à l'étranger. Ils ont même empêché les citoyens algériens de rentrer chez eux. Nous avons un exemple vivant, Madame Nassera Ditour, qui est professeur Adel Houari, l'a si bien dit, Madame Ditour, c'est un exemple vivant, c'est un symbole de lutte et de résistance. Depuis pratiquement 30 ans, il lutte pour la justice et la vérité, pour les disparitions forcées, juste pour apporter juste deux choses. Pour le nombre de disparus, comme en Algérie, il n'y a pas de centre qui peut donner des chiffres crédibles. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les chiffres, quand ils ne sont pas dopés, ils sont manipulés. Donc, d'ailleurs, notre président, c'est le champion de mensonges et de chiffres. Donc, il donne des chiffres vertigineux que même les gens naïfs ne peuvent pas croire. Même les gens qui sont avec lui. Eh bien, il y a eu Aït Ahmed et Ali Yahya Abdelnour. On citait, d'ailleurs, j'étais un ancien de la Ligue de la DDH. Ali Yahya Abdelnour et son ami Hussein Ahmed, ils ont avancé un chiffre de 23 000. 23 000 disparus. Et le pouvoir, en temps de Yahya, il a reconnu 8 000. Mais vous savez, entre 8 000 et 23 000, il y a une grande différence. Mais juste dire, même si 8 000 que le pouvoir a reconnu, il faut mettre 8 000 dans un stade, vous allez voir c'est quoi 8 000. 8 000 familles, 8 000 papas, 8 000 mamans, 8 000 enfants, 8 000 villages, 8 000 quartiers qui ont subi de cette violence. Mais la violence, c'est pas seulement de kidnapper l'enfant à quelqu'un, c'est de l'empêcher de revendiquer même la vérité. Si vous les avez tués, vous avez voté une loi de réconciliation, la concorde et la réconciliation. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait à nos enfants? Eh bien, la réponse était quoi? Ils ont refoulé Madame Ditour de rentrer chez elle. Pas que ça. La semaine passée, sur ordre du ministère de l'Intérieur, 17 policiers sont déplacés au siège des SOS disparus. Ils ont scellé le siège, ils ont mis dehors les membres de SOS disparus et les salariés. Donc, juste pour vous dire, le degré de violence, il ne s'arrête pas. Mais il y a toujours du nouveau avec ce pouvoir. Alors, après la loi 87 bis, il y a eu la mobilisation générale. C'est-à-dire, il prépare une guerre. Avec qui, on ne sait pas. Le Maroc, en tout cas, on est en guerre avec lui. Et avec la Kabylie, avec le Maroc, on est en guerre avec la Kabylie. Même si vous mettez un t-shirt de GSK, vous êtes terroriste et vous êtes coupable. Eh bien, la loi de la mobilisation générale, c'est l'équivalent d'un coup d'État. C'est-à-dire, ils mettent l'État civil sous l'autorité militaire. Pas que ça. Ils ont légiféré, ils ont voté une loi que les militaires peuvent prendre la tête d'un ministère, d'une direction, d'une société. Voilà, donc le coup d'État est constitutionnalisé. C'est-à-dire, une fois la justice, d'ailleurs avec la loi qui a été votée hier, il n'y a plus du Haut Conseil de la justice, une instance suprême. Toutes les institutions sont sous la main, sous le pouvoir du président. Il n'y a aucun corps intermédiaire, il n'y a aucune institution qui échappe au contrôle du président. Et après la loi sur la mobilisation,
il y a eu la loi, c'est-à-dire la déchéance de nationalité. Puisqu'ils ont muselé tous les opposants, toutes les différentes couches, les syndicalistes, les associations, les journalistes, eh bien, il y a un problème, il y a des gens encore qui parlent à l'extérieur. Il faut trouver l'astuce. Au début, écoutez, ils ont instruit les députés nommés par le pouvoir. Ils ont voté donc une loi d'échéance de nationalité. C'est quoi? Ceux qui sont contre l'État. Mais ce n'est pas bien détaillé. Mais on leur a expliqué que c'est pour les gens de l'extérieur, pour les opposants. Puisqu'ici, on a tout laminé, on a tout terrassé. Maintenant, il y a des gens qui parlent encore à l'extérieur, qui parlent sur Berber TV. Bon, Berber TV est en train dans l'Iran. Sur le Magharibi, sur la chaîne Afrique du Nord, sur des chaînes françaises. Et il y a des gens qui organisent encore des manifestations. Chaque année, on publie un ouvrage sur la situation des droits humains en Algérie. Donc, il y a des gens qui parlent encore. Eh bien, il faut les museler. Eh bien, comment les museler? Eh bien, cette loi, c'est pour déchoir les opposants de leur nationalité. Bon, ils ont essayé d'abord, dans le cadre de la réconciliation nationale, les mcheml. Maintenant, écoutez, on s'est trop bagarré, et il faut quand même une réconciliation. Vous êtes nos enfants, vous êtes des Algériens, il fallait quand même rentrer. Ben oui, mais comment rentrer en Algérie? Ben c'est simple, il faut y aller voir des ambassades. Les consulats et les ambassades qui sont devenus des antennes de la police politique. Et ils convoquent, ils invitent des citoyens, des opposants, pour justement s'expliquer. Ben, elle rentre, maintenant voilà, on lui présente du fait, renoncer à toutes ses convictions, renoncer à ne plus s'opposer à ce pouvoir, déclarer qu'il faut dénoncer les gens avec qui vous travaillez, dans l'organisation, dans le parti, et puis, vous pouvez dire que, ben, écoutez, moi, cette cause, je ne vais pas la cocher parce que, non, moi, je n'ai pas fait ça, pas de problème, mais juste, il faut signer ce qui vous arrange. Mais une fois c'est signé, vous allez renoncer. C'est-à-dire, ils sont en train de profiter de la misère. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents depuis 9 ans, 7 ans. Il y a des gens qui n'ont pas accompagné à leur dernière demeure leurs parents. Il y a des gens qui ont des parents trop âgés, limite en fin de vie. Vous voulez voir votre père? Ben, il faut signer. Bon, c'est pas la peine, ne couche pas cette case. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, on vous remet le même document. Mais écoutez, il faut cocher. Écoutez, vous voulez rentrer chez vous, vous signez le tout. Sinon, écoutez, vas-y, vous allez voir avec une violence, un chantage incroyable. Et pour ceux qui sont un petit peu virulents, eh bien, il y a eu des tentatives de kidnapping, Emir Dizet, même si on ne le considère pas comme un opposant politique, mais c'est un bloqueur qui dérange le pouvoir. Ben, il y a eu une tentative de le kidnapper, de faire entrer malgré lui en Algérie. Sa maman a subi. Il y a des gens avec qui je ne partage rien du tout. Anwar Malki. On a chassé, licencié ses 2 frères dans la gendarmerie. Et Saïd Salhi, le vice-président de la DDH, malgré qu'il est réfugié, eh bien, il a été convoqué. À chaque fois, on harcèle son père, qui a pratiquement 90 ans, avec des convocations. Il sait bien que Saïd Salhi est à Bruxelles. Et il se présente avec une convocation à la gendarmerie. C'est une façon d'harceler, de menacer, de ne jamais laisser tranquille les parents des... Et donc, actuellement, il y a 293 détenus. Des détenus avec des dossiers vides. Et des détenus qui subissent de la violence. Wafia, c'est une jeune fille qui organise des excursions. Il n'a pas un parti politique, ni une organisation. Eh bien, parce qu'il soutient les familles des détenus, elle est depuis 1 année en prison, sans aucun jugement. Les détentions provisoires sont devenues des peines administratives et qui durent. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont passé 3 ans de prison. Par la suite, ils ont été acquittés. Qui va leur payer les 3 années qu'ils ont perdu de leur vie?
qui va les réhabiliter? Jamais. Des milliers de licenciements, des milliers, je pèse mes mots, des gens qui ont participé au Hirak. Et comme ils n'ont pas trouvé l'astuce comment les arrêter, ben, ils étaient licenciés. Je parle, Mimi Bouidar. Donc des centaines c'est-à-dire des injustices qui tombent sur tout. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous entrez en Algérie, eh bien, les gens ne parlent plus politique, même dans les cafés. Vous pouvez prendre un café, discuter, déposer. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Tout ça va l'affaire. Ils quittent. On ne parle plus politique. Dans un petit patelin, une petite commune, comme il y a un nombre inimaginable d'indicateurs. Et ces indicateurs, c'est des gens, c'est des clandestins, c'est des vendeurs de shit et tout ça, qui sont couverts par la gendarmerie. En contrepartie, il faut dénoncer tout ce qui se passe dans les villages. Les comités de village, maintenant, ils doivent être agréés. Et dans nos villages, je suis un villageois, nous avons des recettes qui rentrent la veille de l'Aïd, les gens donner de l'argent pour la réparation de la mosquée, des maisons, de construire des maisons à des gens qui sont sans domicile, de réparer les routes et tout ça. Eh bien, ils demandent qui a donné l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Et dans notre culture, un village, c'est un dortoir. Et la gendarmerie, à un moment donné, dans les années 90, il arrive à la plateforme et l'on voit un représentant du village pour demander à quelqu'un de venir les voir ou remettre à la convocation. Aujourd'hui, la gendarmerie rentre avec violence dans les villages pour arrêter des femmes. Des femmes qui n'ont rien foutu dans la vie politique, mais il suffit d'un post Facebook. Ouais. Donc la justice, c'est une justice aux ordres. Le peu de qualité qui est resté, parce qu'il y a certains juges qui sont quand même dignes, qui défendent aussi l'honneur eh ben, cette loi qui a été votée hier a tout terrassé. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Un juge en dehors de l'ordre téléphonique du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole, sinon Nassira va... Non, vas-y. Voilà. Alors, je ne vais pas parler trop de l'armée parce que je ne peux pas faire de professeur Adil Houari qui le développe. Non, vous défendez le dossier, vous arrivez justement à expliquer la mainmise de l'armée sur le... C'est pour ça que je ne peux pas le faire avec vous. Eh bien, l'armée, c'est le pouvoir réel en Algérie depuis 1962. D'ailleurs, Ahmed Persona m'a toujours dit, les pouvoirs sont en dehors des institutions. Eh bien, à l'époque, bien avant 1988, il y a un chef de daïra, mais il y a un bureau de la police politique au niveau de la daïra, au niveau des sociétés. Après 1988, le soulèvement populaire, donc ils ont fermé les bureaux. Mais aujourd'hui, les chefs d'aéra, c'est une formation de la police politique. Ils ont pris les prérogatives des maires. Aujourd'hui, les maires sont devenus des fonctionnaires qui touchent le salaire qui sont payés par l'État. Aucune marge de manœuvre, aucun pouvoir réel dans sa propre commune. Et la police politique, c'est tel qu'à partir de la seconde où le Haut Conseil de sécurité, c'est lui qui décide, eh bien, la police, d'ailleurs on voit souvent dans la rentrée scolaire, ce n'est pas le ministre civil qui inaugure, qui fait le tour des écoles, c'est la police, c'est le responsable militaire. D'ailleurs, même tellement ils ont matraqué les élèves aujourd'hui, même dans un match, dans Turquie, ils font ça. Ils ont militarisé les esprits, après avoir militarisé les institutions. Pour les associations, pratiquement toutes les associations sont dissoutes. Ils n'ont pas renouvelé d'agrément. Pourquoi? Toutes les associations qui ne rentrent pas dans la politique et la ligne tracée par le pouvoir, on ne lui renouvelle pas. Ils ne vont pas la dissoudre. Mais quand on vous renouvelle... Et d'ailleurs, ce n'est pas comme ici en France. Vous avez un agrément
Elle est pour de bon. Donc après, juste il y a un changement de bureau. Non. Chaque fin d'année, il faut présenter votre bilan. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, les expositions de livres. D'abord, ils ont... Alors, le livre de Zemmour est vendu. Le livre sur Hitler est vendu en Algérie. Mais les livres des militants, l'édition de Coucou de Arzkhaït Larbi, un grand journaliste, un opposant, eh bien, il a été chassé du salon du livre d'Alger. Habituellement, c'est un grand salon. Non seulement ils l'ont chassé d'Alger, ils l'ont chassé dans sa propre wilaya, son propre département. Ils ont fait une exposition de livres aux Ouessif. Eh bien, c'est les organisateurs qui ont annulé. Pourquoi? Ils ont demandé la biographie des auteurs. Le nombre de livres des auteurs, c'est-à-dire les associations doivent faire le travail de la police politique. C'est juste pour vous dire que le festival des figues à Bouzgues, ils les ont laissés mobiliser toute une région, dépenser de l'argent, préparer les artistes, préparer la scène, préparer. À la dernière seconde, le préfet qui envoie une décision que vous n'êtes pas autorisé. Aucune activité propre aux associations. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Juste pour vous dire que ni les syndicats, l'interdiction d'organiser une grève ou alors une manifestation, il ne faut pas arriver. Donc juste pour vous dire que les militaires, non seulement ils gèrent la presse, la télévision, l'économie, mais ils gèrent le quotidien de l'Algérien, à commencer de la cellule du comité de village à l'association culturelle et aux syndicats et aux partis politiques. Les partis politiques, d'ailleurs la loi qui a été votée, vous boycottez 2 élections, le parti est dissous. Donc vous allez participer, même si vous n'êtes pas convaincu, même si vous n'adhérez pas à la démarche. Et des partis politiques qui ont été dissous. Le PST, le Parti Socialiste des Travailleurs, le MDS de Fethi Gharras, qui quotidiennement invité, convoqué devant les tribunaux avec sa femme respectable, M. Saouda. Donc je m'arrête ici. Donc, je suis très honoré d'abord de me retrouver devant vous, d'être à côté du professeur Adil Houari avec Tahar Khalfoun. Et nous avons quelques ouvrages sur la situation en Algérie. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cet exposé assez informatif sur ce qui se passe en Algérie et surtout sur les rapports entre ce qu'on appelle l'État et les citoyens. Un rapport très très dégradé et qui n'est pas du tout encadré juridiquement. Je donne maintenant la parole à Nassera Ditour qui va nous informer sur d'abord l'association SOS Disparu et sur les derniers développements. Merci, merci de me donner la parole. Merci aux organisateurs. Bonjour tout le monde. Ou bonsoir, comme vous voulez. Voilà, je suis très contente d'être... ça fait très longtemps que... je crois que la dernière fois que j'ai intervenu à Lyon, c'était à ton invitation... c'était en 2005-2006. C'est ça, il y a une quinzaine d'années. À l'université où on enseignait Adil Houari. Et c'était on faisait campagne contre la charte qu'ils ont appelée la charte pour la paix et la réconciliation nationale. De quelle réconciliation ils parlaient, on ne sait pas qui ils ont réconcilié avec qui, mais ils ont fait voter cette charte à 97%. Bien sûr, on voit bien la démocratie en Algérie, qui est inexistante. Et malheureusement, malgré tout ce qu'on a fait, toutes les campagnes qu'on a menées partout, j'ai pas presque sillonné le monde. Cette charte quand même a été votée par référendum à 97% et entrée en vigueur, qui nous a fait beaucoup de mal. Mais si pour faire un parallèle et pour revenir
en arrière, le mal a toujours existé en Algérie. Je crois pas, c'est pas que je crois pas, je suis certaine, je suis persuadée, puisque à mon âge, j'ai quand même j'ai vécu quelques années en Algérie, voilà, j'ai assez d'expérience, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain à chercher vérité et justice, mais pas seulement vérité et justice, puisque dans notre association, on travaille aussi sur la liberté d'association, puisqu'on n'est pas reconnu, on travaille sur l'indépendance de la justice, on a fait des rapports sur de nombreuses violations des droits de l'homme en Algérie, c'est pas seulement d'aujourd'hui. Mais le mal a toujours existé en Algérie. Comme dirait un parent disparu, on n'arrête pas de tourner des pages. Comme Bouteflika disait, il faut tourner la page. Et depuis 62, on n'arrête pas de tourner des pages. Moi, je dirais même avant 62, puisqu'on est un peuple qui a vécu 132 ans de colonisation. On sort de 132 ans de colonisation, on a un président qui nous impose le parti unique. Donc pendant plus de 30 ans, on a été sous parti unique. Parole unique, syndicat unique, parti unique, tout était unique, on n'avait pas le droit. Donc c'était sous Boumedienne. Je l'ai vécu en Algérie à cette époque. On avait le droit de rien faire. Ali tout à l'heure parlait de cellules. Comment tu appelais ça? Nous on appelait ça, enfin, moi j'ai travaillé à Sonengaz, et c'est plus tard que j'ai compris que la cellule FLN, c'était juste le nom qu'elle portait, mais en fait c'était la cellule de la sécurité militaire. Dans chaque entreprise, et ce qui existe à ce jour, dans chaque entreprise, vous avez un bureau pour surveiller, ce qui se passe et faire tous les jours un compte rendu. Et donc on avait la cellule FLN. Donc on sort de 132 ans de colonisation, on va 30 ans sous le parti unique, on vit ça. Et voilà qu'en 1988, les Algériens se soulèvent. Ça a été sanglant. On a eu le chiffre officiel des morts, c'est juste pour faire un rappel, pour faire un parallèle avec 88 et le Hirak j'aime pas dire qu'il a eu lieu. Pour moi, il existe toujours ce Hirak. Il est juste dormant. Il va revenir. Donc 88, les Algériens sortent la jeunesse algérienne surtout, majoritairement jeunes, étudiants et tout ça, sont dans la rue pour demander la fin du parti unique, en demandant la démocratie. L'armée a sorti les chars, a tiré sur la population. Ça a duré 5 jours. Pendant 5 jours, on n'a pas arrêté les manifestations. Le chiffre officiel était 500 morts. Quand on dit 500 morts, c'est ce que disait la presse. Quand on dit 500 morts, il faut que multiplier par 10. On dit 5000 morts peut-être. Puis sans oublier les personnes, les arrestations, tous ceux qui étaient soupçonnés d'être membres du parti communiste, qui étaient clandestins à l'époque, ont été arrêtés, torturés. Des amis à moi qui travaillaient avec moi ont été gravement torturés, ils les ont massacrés et tout. Et voilà on a cru gagner. Malheureusement, on a cru gagner, mais malheureusement, c'était peut-être encore un stratège que les militaires avaient bien construit à l'époque. Donc on a cru gagner, pourquoi? Parce qu'en 1989, Chadli décide de modifier la Constitution. Et donc cette Constitution de 89, on a un multipartisme, on a la création des associations, on a tout ça, un semblant de démocratie, un semblant d'ouverture. On y a cru que vraiment il voulait le pouvoir caché de l'époque allait lâcher les rênes du pays, rentrer dans leur caserne et laisser les Algériens construire leur pays comme on le souhaite encore aujourd'hui. On demande que ça de le construire. Nous ne sommes pas les ennemis de l'État, nous ne sommes pas les ennemis de l'Algérie, nous aimons notre pays, nous sommes les amis de ce pays, nous ne demandons qu'une chose, c'est le reconstruire. Voilà, aujourd'hui, on essaye de transmettre aux nouvelles générations ce que nos valeurs à nous, reconstruire le pays, malheureusement parce qu'on a vieilli, mais ils ne nous laissent pas reconstruire ce pays. Donc, on a cette constitution qui permet à d'autres partis de se créer, à des associations de se créer, d'être légitimes enfin, de pouvoir exister et tout. Mais c'était juste un stratège, puisqu'à côté, ils nous créent une guerre. Nous rentrons en une guerre. Ils nous ont fait payer le prix cher. Ils ont fait payer le prix d'être sortis dans la rue. D'ailleurs, ils appellent ça les morveux. Les morveux, ils ont osé sortir dans la rue de réclamer la démocratie. Ils nous l'ont fait payer très cher. Nous avons payé le prix de cette guerre entre les militaires et les groupes armés islamistes. Nous en avons payé le prix, où on arrive au disparu malheureusement, où ma vie a complètement changé depuis, a complètement chamboulé. J'étais très,
J'ai toujours été militante, même en Algérie, j'étais dans les syndicats. Je me suis dit, bon, c'est tout ce qui existe. On prend ce qui existe. J'ai été au syndicat qui était l'UGTA. J'ai été présidente de section syndicale à Sonelgaz. Je voulais changer les choses de l'intérieur. Malheureusement, au bout d'un moment, je recevais tellement de pression et des menaces de mort que j'ai décidé de m'occuper de mes enfants et de partir et d'essayer de reconstruire ma vie autrement. Et malheureusement, voilà. Mes enfants sont restés en Algérie parce que le code de la famille ne m'a pas permis de prendre mes enfants, de les emmener en France. Ils sont restés là-bas. Et mon fils aîné a réussi à avoir un visa quand il a eu la majorité. Et Amin, le deuxième, le pauvre, on lui a refusé le visa. 4 demandes de visa, 4 demandes refusées. On lui a refusé le visa. Et puis voilà, entre-temps, 1996, novembre, il reçoit la réponse du consulat, refus de visa. En janvier 97, il est arrêté. Et quand on dit disparu, il faut bien se mettre dans l'esprit que c'est des personnes qui ont été arrêtées, comme l'a dit tout à l'heure Adil Ouali, c'est que des personnes qui ont été arrêtées de leur domicile, qui ont été arrêtées du lieu de travail, qui ont été arrêtées dans la rue peut-être, mais au su et au vu de tout le monde. La majorité des familles savent qui a arrêté leur enfant, où est-ce qu'ils ont été conduits, pendant combien de temps. Certaines ont suivi dans les commissariats, les gendarmeries, le déroulement, comment ils les ont emmenés d'un endroit à l'autre, tout ça, c'est clair. On a des dossiers qui parlent d'eux-mêmes. On a tous les témoignages des familles à l'association, on a tout. C'est pas quelqu'un qui est sorti comme ça un beau jour et qui n'est plus réapparu. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées et qu'ils ont fait disparaître. Et voilà que le 30 janvier 1997, c'est au tour de mon fils. Des milliers pendant des années, de 92 jusqu'en les années 2000, on a connu ce phénomène de disparition forcée. Même 2002, on a des disparus de 2002. Et Amin, mon fils, il a été arrêté dehors, en plein ramadan. Il s'apprêtait à aller au marché, à aller faire des courses pour préparer ses soirées de ramadan. Il est parti avec des copains. Il est revenu parce qu'on les a contrôlés dans la rue, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité chez lui. Les copains, chacun sont dispersés pour aller chercher leur carte d'identité. Et Mine, il est redescendu. Une voiture est passée par là, une Nissan blanche, l'a raflé et c'est fini. Après, vous dites, oh, on n'est pas venu, on n'a pas enlevé, on n'a pas vu. Nous, on n'enlève pas. Allez chercher vos enfants au maquis. Nous, on n'a rien fait. Berry, ils n'ont rien fait. Et voilà comment les mères de disparus se sont retrouvées à la rue à chercher leurs enfants dans les casernes, dans les commissariats, dans les gendarmeries pendant des années. D'ailleurs, j'ai jamais cessé de chercher. Quel âge? Il avait 21 ans. Il venait d'avoir 21 ans. En octobre 75, il a eu 21 ans. Voilà. Et en janvier, il a... 75. En 1975, oui. Il est né. Il est né en Eh ben. Oh là là, pardon. C'est pas ça. Il est né en octobre 75, pardon. En octobre 96, il a eu 21 ans. Voilà. Et en 97, il a disparu à ce jour. Une nouvelle. Et Bouteflika, il nous a traités de pleureuses. On lui fait honte dans le monde. Dans un discours, il a dit qu'on lui faisait honte dans le monde avec nos photos comme des pleureuses. Voilà comment il nous traite. Comment il traite les mères de disparus, comment il traite les femmes. Et il a dit c'est fini, les disparus sont morts. Il nous a présenté ses condoléances. Et pour lui, c'est un processus. Le processus de réconciliation et le processus de justice traditionnelle a commencé au moment où, à la salle Harsha, il a dit qu'on était des pleureuses, qu'on lui faisait honte dans le monde et qu'il fallait tourner la page parce que tous les disparus sont morts et c'est terminé. On ne parle plus de cette décennie 90. Mais non, nous, on a dit on n'est pas d'accord. Non, nous, on ne veut pas que l'histoire se répète. Nous, on veut des garanties de non-répétition. Nous, on veut la vérité. On veut savoir ce que vous avez fait de nos enfants. Bon, à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait autant de tombes sous X dans les cimetières. On ne savait pas qu'il y avait autant de charniers partout. On ne savait pas qu'il y avait autant de fosses communes. Elles existent à ce jour, ces fosses communes. Et ces charniers et ces tombes sous X. Mais ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien entendre. Là, il a dit c'est terminé. Et en 2005, tout ce qu'on a pu... tirer de ces ogres, de ces monstres, c'est qu'avec le mécanisme ad hoc, il a mis en place un mécanisme, mais c'était aussi, à mon avis à moi, c'était la carte qu'il a toujours jouée avec les militaires. Parce que 2004, il devait y avoir les élections présidentielles, certainement que les militaires ne voulaient plus de lui, et donc en 2003, il sort la carte des disparus et il met en place, il institue ce qu'il appelait ce mécanisme, un mécanisme ad hoc qui était
censé régler le problème, retrouver les disparus, orienter c'est ce que dit le décret. Mais tout ce qu'il a fait, c'est de convoquer, ce qui s'est passé, c'est qu'il a convoqué les familles pour leur dire s'ils étaient d'accord pour avoir une indemnisation qui serait susceptible de leur être attribuée par l'État. Et juste après, en 2005, il y a eu la création de la CNAG, la Commission nationale pour l'amnistie générale, qui était présidée par Ben Bella. Ça s'est mal passé, la CNAG a explosé, Ben Bella a démissionné, plus de CNAG. Qu'est-ce qui sort après? Devant un parterre de militaires comme ça, qui était télévisé, c'était à la télévision, il annonce la création de la charte un référendum pour la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Mais ce qui a fait mal dans cette charte, ce qui fait le plus mal dans cette charte, c'est qu'ils ont proposé aux familles une indemnisation pécuniaire, une certaine somme dérisoire. C'est rien, comme diraient les familles. Un Algérien, ça vaut 70 000 dinars maintenant. C'est ce qu'ils indemnisent à ceux qui sont morts dans les inondations, ceux qui sont morts dans le tremblement de terre, ceux qui sont morts dans les catastrophes naturelles. Et pour les disparus, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui fait mal le plus, c'est que cette indemnisation est conditionnée par l'octroi, par l'obtention d'un jugement de décès. La famille de disparus doit aller chercher un constat de disparition devant les autorités, le commissariat, les gendarmeries, et avec ce constat de disparition, aller devant un tribunal demander un jugement de décès. Et c'est seulement avec l'obtention de ce jugement de décès que la famille peut aller à ce moment-là à la wilaya déposer tous les autres documents qu'il faut pour avoir une indemnisation. Et ça a fait beaucoup de mal dans notre mouvement, alors qu'on avait créé un gros mouvement au niveau national, on avait installé des comités SOS disparus un peu partout, surtout au nord de l'Algérie. On avait réussi à ouvrir un local, on a accueilli les familles, on a constitué des dossiers. Je ne peux pas vous dire le nombre exact de disparus aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que Samteni, justement après, qui était anciennement le président de la Commission nationale des droits de l'homme et qui a été aussi président du mécanisme ad hoc, à la fin du mandat du mécanisme ad hoc, a annoncé 6146. Voilà ce que je voulais en revenir à ça, c'est que ce qu'on a réussi à leur faire dire, c'est que il y a eu une reconnaissance quand même qu'il y a eu des disparitions forcées, ils n'ont pas dit le mot forcé, mais des disparitions du fait des agents de l'État. À la fin du mécanisme ad hoc, Samteni à la presse dit « Nous avons recueilli 6146 cas de disparition du fait des agents de l'État, mais ces agents ont agi individuellement, c'était des cas isolés, ils ont désobéi à leur chef, l'État est responsable mais pas coupable, et ils se sont dit avec ça on va fermer le dossier. Mais nous, on ne les a pas laissés fermer les dossiers. On a continué à se battre, on a continué nos rassemblements, on a continué à parler, on a continué à saisir les instances internationales, autant les Nations Unies, les instances européennes, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, on n'a jamais arrêté. Mais voilà, et ça, je voulais faire une parallèle avec le Hirak. Le Hirak arrive, les Algériens sortent dans la rue, ils réclament, ils disent non au 5e mandat de Bouteflika, on arrive à faire démissionner Bouteflika, mais malheureusement, ils nous l'ont fait payer encore très cher. Puisqu'on a parlé, comme dit Ali tout à l'heure, il y a toute cette jeunesse qui a osé, ces morveux comme ils disent, osé se manifester et demander. Parce qu'en faisant démissionner Bouteflika, ils ont pensé que ça y est, les manifestations allaient. C'est mon avis à moi. Hein, que le Hirak allait s'arrêter, qu'on allait rentrer à la maison, qu'on ne va plus rien demander. Mais il y a eu cette fameuse phrase « Itlahaouga ». Et on a continué le Hirak parce qu'Itlahaouga, c'est le système qui doit dégager. C'est ce pouvoir occulte qui doit dégager, c'est ce pouvoir militaire, ces voyous, c'est hors-la-loi, ce sont des hors-la-loi. C'est eux qui écrivent la Constitution et qui ne respectent même pas ce qu'ils ont écrit. Ce sont des hors-la-loi. Il faut qu'ils dégagent, qu'ils nous laissent, qu'ils libèrent ce pays, qu'on ait une vraie indépendance chez nous, qu'on soit indépendant, que cette jeunesse, elle vit, au lieu que cette jeunesse prenne la barque et va mourir en mer, des milliers de personnes qui meurent, des jeunes qui meurent, maintenant il y a même des femmes, avec leurs enfants qui prennent la barque, ces embarquements de fortune, et qui meurent en mer. Alors que pendant le Hirak, on avait constaté qu'il n'y avait plus aucune embarcation qui partait d'Algérie. Plus personne ne partait. Tous ces jeunes-là voulaient rester dans leur pays, reconstruire leur pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On les met en prison, cette jeunesse. On la met en prison. Ce sont des roulements. On met 200 personnes en prison. On a même construit une nouvelle prison, la prison de Kholéa. Comme disait Ali tout à l'heure, on leur fait signer ce papier de repentance. Si tu veux pas, tu le signes ou tu vas appeler à un.
à la prison de Cléa. Voilà comment on les tient par la barbichette, les Algériens. On leur fait peur. On les met en prison. On a mis... Combien de femmes ont été en prison? La vice-présidente de ce comité qui a été créé en Algérie, le Comité national pour la liberté des détenus d'opinion, le CND, la vice-présidente, elle était disparue pendant une semaine. J'étais là-bas en Algérie, son fils est venu nous voir, il était comme fou. C'est terrible de voir encore des personnes qui sont en train de courir à la peur au ventre, aller chercher les leurs, les êtres chers, aller les chercher comme ça. Il était comme fou, son fils. Et cette dame, elle était juste en bas du bureau, de notre bureau, au commissariat Cavaignac pendant une semaine, je crois même 10 jours. Et personne ne savait où elle était. Et sa famille était comme fou à la chercher partout. Donc, vous voyez pourquoi je dis que l'histoire, il faut écrire l'histoire pour que ça ne se répète pas. Combien de personnes ont été torturées depuis le Hirak? Combien de jeunes ont été torturés? Walid Naqish, il a déclaré devant le procureur en audience que j'ai été torturé. Ils ont atteint à ma dignité. Il a été torturé, il a osé le dire. Maintenant, il n'ose plus rien dire parce qu'on s'est attaqué à sa famille. On a arrêté sa soeur était disparue pendant 3 jours. Elle a été convoquée au tribunal d'Aben en Alger. Ils l'ont kidnappée du tribunal. Pendant 3 jours, personne ne savait où elle était non plus. Ils l'ont fait disparaître 3 jours. Et depuis, il ne vient même plus aux consultations parce qu'on a une prise en charge psychologique. Il n'est même plus... Simen Bouhas, c'est 15 jours disparu. Aussi, Simen Bouhas, il a été torturé pendant 15 jours et disparu. Entre leurs mains, ils font de ce qu'ils veulent. Ils font de ce qu'ils veulent. Alors si vous savez les témoignages de torture que j'ai recueillis dans ma vie, que j'ai pris dans ma vie, et à chaque fois que je prends ces témoignages et que je les écris, je pense à mon fils, que mon fils est certainement passé par là. Et des fois, je me dis, j'espère qu'il est mort sous la torture et qu'il n'a pas résisté longtemps, qu'il est mort tout de suite. Et des fois, j'ai des remords en me disant, mais non, mais peut-être que lui, il avait envie de s'en sortir et qu'il avait envie de vivre. Pourquoi est-ce que je lui souhaite la mort? Et c'est les remords d'une mère militante, mère de disparue, c'est terrible. C'est des histoires qui sont tous emmagasinées dans ma tête, que je n'ai jamais oubliées, et qui se reproduisent aujourd'hui. Comment vous voulez ne pas vous révolter et ne pas dénoncer tout ce qui se passe dans ce pays? Donc pour faire un peu plus bref, voilà, pour me punir, eh ben, le 30 juillet, pour avoir fait mon travail, j'estime que c'est mon travail que j'ai fait. Mon travail de militante, mais j'ai fait mon travail et j'ai fait mon devoir de dénoncer toutes ces violations. Pas seulement les disparus, mais dénoncer aussi les personnes qui se font torturer encore et les personnes qui disparaissent encore et les personnes qui sont arrêtées arbitrairement et cette jeunesse qu'on veut massacrer, qu'on ne veut pas laisser vivre dans ce pays. Et bien, le 30 juillet 2025, je suis arrivée à Alger, j'ai été arrêtée. Ils m'ont gardé pendant des heures à me poser des questions idiotes. Comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ta mère? Et j'ai toujours ma grand-mère et mon grand-père peut-être aussi. Par quel vol tu es venu? Pourquoi tu es venu? Est-ce que tu as l'habitude de rentrer en Algérie? Oui, j'ai l'habitude de rentrer en Algérie. Mes passeports sont entre vos mains. Ils m'ont gardé pendant des heures. Et puis après, les officiers de police sont arrivés vers moi. Allez, vite, 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 vite. Et puis d'un coup, je me rends compte qu'ils sont en train de me renvoyer, de me ramener à l'avion. Et je crois que je me suis rendu compte que j'étais dans les salles d'embarquement, parce que pour dire franchement, j'ai paniqué, hein, quand il est vite, 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 j'ai dit ça y est, je vais aller appeler un moi aussi. J'étais persuadée que c'est là qu'ils allaient m'emmener. D'abord au commissariat, parce qu'il se faisait tard, donc je pense qu'ils allaient m'emmener, je me disais, ils vont m'emmener au commissariat d'Albeda, et puis là, ils vont me garder en garde à vue, puis après, ils vont m'emmener à Orléans. Mais arrivé là, je dis, mais vous êtes en train de m'emmener à l'avion? Il me dit, personne ne me répond. Ils étaient tous, j'étais comme une grande criminelle, hein, j'étais bien entourée, hein. Des personnes en civil et des personnes en tenue officielle de la police. Hein. Et ils ne me répondent pas. Et puis, au bout d'un moment, quand on est presque arrivé à la salle d'embarquement, il y en a un d'eux qui se retourne vers moi, il me dit « Mais vous êtes membre d'une ONG, madame ?» Là, je ne comprends pas. Je lui dis « Oui, je suis membre d'une ONG. Après, j'ai tué quelqu'un, j'ai commis un crime. C'est un crime d'être membre d'une ONG. C'est oui, j'ai créé un SOS disparu. Oui, je commence à hurler, vous avez pris mon fils. Oui, vous avez fait disparaître mon fils et tout ça. » Ils m'ont ignoré complètement, jusqu'à ce que j'allais monter dans l'avion. Un autre, il me dit, vous savez, madame, on a l'ordinateur. Nous, on exécute ce que dit l'ordinateur. Moi, je ne savais pas que l'ordinateur parlait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vous a dit, l'ordinateur? J'ai le droit de savoir pourquoi vous êtes en train de m'expulser de mon pays. Je suis chez moi, quand même. Mais mes aïeux, mes grands-parents sont morts pour l'indépendance de l'Algérie. Tout mon village est mort. Tous les hommes de mon village ont été assassinés. L'OAS en 61, dans mon village.
pour l'indépendance d'Algérie, parce qu'ils étaient pour l'indépendance d'Algérie, parce qu'ils bataillaient pour l'indépendance d'Algérie. Aujourd'hui, c'est votre pays, c'est le mien autant que le vôtre. Il ne vous appartient pas. Ils m'ont laissé hurler toute seule, ils m'ont fait monter dans l'avion, et puis après, c'est une fois dans l'avion, on me donne mon passeport algérien, le passeport français, on me l'avait déjà rendu, passeport algérien, et dans le passeport, il y a un papier qui dit que j'ai été refoulée dans le cadre de la loi 0811, loi qui concerne la circulation le séjour et la circulation des étrangers. Et dans ce même papier, ils mettent bien nationalité algérienne, ils mettent le numéro de mon passeport algérien. Donc je suis algérienne, je suis étrangère, et le motif, il n'y a pas, ils ont coché autre, mais ils n'ont pas dit quel motif, à ce jour. À ce jour, je ne sais pas pourquoi ils m'ont, enfin je crois deviner, mais pourquoi ils m'ont expulsé de mon propre pays. Mais ça leur a pas suffi, parce qu'ils pensaient qu'en m'expulsant, le mouvement des mères, il allait disparaître aussi, qu'on allait tout disparaître, mais je pense qu'ils ont vu qu'on continuait à œuvrer pour notre objectif principal, qui est la vérité et la justice, qui est l'état de droit, qui est l'indépendance de la justice. Eh ben, ils sont venus mardi dernier, qui m'a ou la bus, ribambelle de policiers en civil, le wali, enfin le délégué du wali, donc ils sont tous mentionnés sur la décision, pour fermer. Ils ont dit nous on est venus sceller les locaux, voilà. Et puis ils ont fait sortir tout le monde du bureau, et ils ont scellé le bureau, ils ont laissé la décision qui a été prise sur la porte là, et voilà. Donc parce qu'on n'a pas d'agrément. Ça fait 25 ans qu'on est pignon sur rue, ça fait 25 ans qu'ils nous tolèrent, ça fait 25 ans qu'on a résisté, pendant 25 ans on a résisté malgré toutes les intimidations, malgré toutes les menaces qu'on a pu recevoir, et notamment moi. Ils savent très bien où on est, ils nous ont suivis partout, parce qu'avant on déménageait tous les ans. Ils savent très bien, ils nous retrouvent tout le temps. Ils savent qu'on existe, ils savent où on est, ils savent ce qu'on fait. Et maintenant, ils se rendent compte qu'on par hasard qu'on n'a pas d'agrément. Donc, mais c'est pas faute d'avoir demandé l'agrément. On a tenté à maintes reprises de voir cet agrément, mais ils nous ont jamais répondu. De toute façon, ils nous répondent jamais, ils nous ignorent complètement. C'est comme ils font comme si on n'existait pas, la sourde oreille, et ils continuent leur petit train-train à réprimer toute la population algérienne. Je vais m'arrêter là, et puis je vous laisse. Merci. Merci Nassera pour cet exposé, en même temps un témoignage qui fait froid au dos, et qui rappelle ce que l'Algérie est devenue alors qu'elle était une promesse, parce que les Algériens en 1954 se sont soulevés, ou en tout cas se sont organisés dans le FLN pour libérer le pays et pour construire la modernité au profit des Algériens, modernité que le colonialisme, que le pouvoir colonial leur avait refusée. Et il y avait beaucoup d'espoir dans cette indépendance à laquelle toutes les familles algériennes ont donné des vies. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens qui sont morts pour cette indépendance qui était idéalisée. Moi, je me rappelle, je suis assez âgé pour me rappeler de cette période. J'avais 13 ans à l'indépendance. Et nous vivions l'espoir de l'indépendance comme l'utopie, comme la liberté, comme l'idéal. Et malheureusement, il y a eu un désenchantement national quelques années après. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'est parce que le verre était dans le fruit. L'idéalisation et cette générosité des Algériens dans le combat ont caché ce verre qui était dans le fruit. Et il y avait des gens, il y avait un courant qui avait une stratégie de prise de pouvoir après l'indépendance, et une prise de pouvoir, non pas pour construire un État moderne, un État qui s'articule à la société, mais juste pour prendre l'État ou l'administration
d'État qu'avait construite la France coloniale en Algérie et qu'ils ont considéré comme un butin de guerre. Il y a un courant dans le mouvement national qui considère que l'administration d'État, parce qu'on ne peut pas parler d'État, l'administration d'État c'est un butin de guerre. C'est un butin de guerre dont il faut profiter. Et les Algériens ont été empêchés, ils ont été empêchés de construire leur propre État et de construire la citoyenneté, n'est-ce pas, à laquelle tant de générations rêvaient. Parce que cette citoyenneté, elle leur a été refusée déjà par le système colonial. Il faudrait se rappeler que les Algériens, durant la domination française, n'étaient pas des citoyens dans leur pays. Si je vous disais que les Algériens ne sont devenus français officiellement qu'en 1958, eh bien vous ne pourrez pas le croire. Mais c'était trop tard. C'était la dynamique de l'insurrection. Les Algériens rêvaient d'un État moderne. Le mouvement national rêvait d'un État moderne dans lequel le citoyen, la citoyenneté, n'est-ce pas? Et il y avait des courants, le courant de Farhat Abbas, le courant de Aït Ahmed. Et malheureusement, ce sont les opportunistes et ce sont ce qu'on appelle les martiens, c'est-à-dire les gens qui ont rejoint le FLN en mars 62, on les appelle les martiens, qui ont pris le pouvoir. Et ça va plus loin. Ce sont des éléments de l'armée française qui ont pris le pouvoir après 88. Et qui sont c'est-à-dire qu'il y a eu des Algériens qui étaient dans l'armée française et qui, les dernières années de l'indépendance, ils ont rejoint le FLN au Maroc et à Tunis, n'est-ce pas, et en Tunisie. Et vers les années 88, ce sont ceux-là qui ont pris le pouvoir. Eh bien, on s'est retrouvé devant une situation ubuesque. Et ça, c'est Aït Ahmed qui le raconte, qui le dit publiquement. Aït Ahmed, en 92, a eu une entrevue avec le général Nazar. Le général Nazar, c'est un ancien officier de l'armée française. Jusqu'en 58, il saluait le drapeau français. Alors qu'à l'époque, il y avait des Algériens qui étaient dans les maquis. Eh bien, il avait demandé à voir Aït Ahmed. Et il a dit à Aït Ahmed, je te nomme président. Voilà Aït Ahmed, qui est quasiment le fondateur de l'ALN, puisque c'est lui qui, dans le programme, dans la réunion de Zédine, avait lancé l'idée de l'organisation secrète qui prépare l'insurrection. Voilà Aït Ahmed, qui est quasiment le fondateur de l'ALN, qui allait déclencher la guerre de libération nationale. Et c'est un ancien officier de l'armée française qui veut le nommer président de l'Algérie. Voilà où on en est en Algérie. Voilà où on en est. Et ces gens, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Faire disparaître un jeune homme, un mime de 21 ans, et le tuer, c'est comme s'il tuait une souris. Ils n'ont sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est pas un désenchantement national, c'est une tragédie. Et c'est pour ça que par milliers les jeunes Algériens sont en train de fuir. Sont en train de fuir pour construire, pour se reconstruire, pour se construire un avenir. Et ben voilà. Et qu'est devenu l'Algérie? Aujourd'hui, il y a un conflit majeur au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a un conflit majeur au Moyen-Orient. La voix de l'Algérie, on ne l'entend pas. L'Algérie a disparu. Et alors que les Américains sont en train, et les Israéliens sont en train de bombarder les Libanais et les Iraniens, que fait le président Tebboune? Il reçoit la première ministre italienne
pour lui vendre du gaz à un prix plus élevé, et le prix plus élevé parce qu'il y a des Iraniens et des Libanais et des Palestiniens qui meurent. Au lieu de dire, c'est pas... Avec un peu de dignité, il aurait pu dire, non, non, madame, c'est pas le moment. L'Algérie, maintenant, ne cherche qu'à profiter de l'augmentation du prix du gaz pour, au lieu d'élever la voix, au moins de dire, nous voulons être intermédiaires pour ramener la paix. Ce qu'ont fait les Pakistanais, ce qu'ont fait les Égyptiens. On n'a même pas eu le courage de dire aux Américains et aux Iraniens, on va trouver une solution pour sauver des vies humaines. Non. On est content que le prix du pétrole et le prix du gaz augmentent pour qu'on en vende plus à l'Europe. Voilà ce qu'est devenu l'Algérie. Eh bien, il faudrait juste espérer que ça va changer. Ceci dit, sincèrement, à titre personnel, je ne suis pas pessimiste. Comme l'a dit Nassera, le Hirak ne s'est pas terminé, il est dormant. La génération du Hirak, celle qui a fait le Hirak en 2019, elle a été neutralisée, mais une autre génération, c'est-à-dire dans 10 ans ou 15 ans, elle va remettre la question sur le tapis, parce que ce n'est pas par nationalisme que je dis ça. Il y a une profonde aspiration à la modernité en Algérie. Une profonde aspiration. Et ils savent que ce régime ne réalisera pas cette aspiration. Les gens ils veulent être des citoyens. Les gens veulent être en contact avec les dernières innovations technologiques ou les dernières idées, etc. La jeunesse est dynamique. Il y a un potentiel extraordinaire. Il y a un potentiel extraordinaire que ce régime étouffe. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Voilà, maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je suis sûr que vous avez des questions et des commentaires à faire, à poser à nos deux conférenciers. Oui, alors juste un mot pour l'organisation de cette conférence. Quand on a prévu de l'organiser, on pensait que voilà, à Lyon, aux alentours, les gens qui étaient dans le... Les gens qui étaient au départ des militants, qui étaient dans le Hirak, tout ça. En fait, j'ai reçu quand même beaucoup de mails. Certains me disaient même pourquoi vous organisez ça? Pourquoi encore organiser des choses sur l'Algérie, encore salir l'Algérie? Et c'est des gens qu'on connaissait avant et qui font aussi dire, on a eu la réflexion, c'est dit, ils sont en train de faire la police politique ici en France pour le régime algérien. Voilà. Et les gens, effectivement, tu l'as dit, la loi sur la déchéance de la nationalité, les influenceurs qu'ils ont lancés ici en France, et effectivement, les gens ont peur pour leurs proches là-bas. Ouais. Beaucoup d'ailleurs le disent. Oui, moi je risque rien, mais mon frère, ma famille, ma soeur, effectivement, ils ont fait ça. Puisqu'on a eu des gens qui ont été arrêtés parce que voilà, ils ont eu des amis ici qui ont milité. On a eu même maintenant, il y a des témoignages qui commencent à sortir, hein, des familles qui ont été menacées, des familles des femmes qui ont été menacées de viol. De viol si leurs proches continuent à manifester. Et effectivement, les gens, ils ont peur. Et la peur, même ici en France maintenant, les gens, ils ont très peur. Même des gens qui étaient militants. Même des gens... ce qui m'a le plus étonné, c'est des gens qu'on connaît, maintenant qui font la police politique, qui nous disent « Mais pourquoi vous organisez allez en Algérie. Allez en Algérie, faites-le en Algérie. » Ça veut dire qu'il faut y aller en Algérie pour être emprisonné. Mais c'est en tout cas, ceux qui sont ici aujourd'hui, on peut leur dire bravo.
Parce que et c'est vrai qu'à Lyon, spécialement à Lyon, spécialement au consulat de Lyon, c'est l'un des consulats le plus fliqué des consulats d'Algérie. Ça, on l'a eu, nous, on est là depuis 93, on a vu de quoi ils sont capables. Effectivement, ils ont quand même beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'agents qu'ils utilisent pour intimider les gens. Merci. Voilà. Oui, bonsoir messieurs, dames. Moi j'ai été très touché par votre témoignage, parce que j'ai été moi-même touché par un drame, mais pas du même ordre. Je sais ce que c'est le rapport du père, du fils et de la maman, mais pas du même ordre. Donc j'ai été très touché par votre témoignage. Et je vais confirmer ce que vous dites, parce que moi, malheureusement, j'ai un beau-frère qui a servi 22 ans dans les rangs de la sécurité militaire. Il n'a jamais voulu me le dire. Je l'ai deviné. Comme j'ai une petite fibre politique, je l'ai deviné. Et je lui ai posé une question. Il ne voulait pas répondre. Je lui disais, lors de la décennie noire, qui c'est qui ordonnait les assassinats ciblés? Il me disait c'était le général Toufik qui signait. Et moi, j'ai voulu faire un petit peu d'arrogance. Je lui ai dit, est-ce qu'il prenait lui-même un revolver pour mettre une balle dans la bouche? Il m'a dit non, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu les signatures du général qui ordonnait les exécutions. Ce que je vous dis, c'est pas du baratin, c'est ce qu'il m'a dit. Et ce même bonhomme, ce que je trouve étrange et schizophrène dans l'attitude, il a eu l'idée géniale de ramener ces deux garçons, de les poser à Marseille et de retourner en Algérie. Bon, bref. Autre chose. Alors ça, c'est une question qui m'engage. Sont-ils, les dirigeants algériens, surtout les militaires, et toute la galaxie, sont-ils conscients, de par leur comportement et le verrouillage du pays, qu'ils exposent, c'est une analyse très personnelle, qui peut être contestée dans la salle, qu'ils exposent à court et moyen terme à une agression extérieure? Je fais allusion à l'Iran, bien sûr. Voilà. C'était juste pour remercier évidemment remercier nos invités qui ont accepté l'invitation de personnes. Je voulais absolument remercier Ali et puis Nassera qui a bien accepté justement l'invitation de personnes pour faire cette étude des lieux. Ce qui est dramatique en même temps, c'est que tout ce qui a été dit, il n'y a aucune exagération. C'est-à-dire que le constat établi à la fois par Ali, Nassera et le professeur Lawari, ça correspond exactement à la réalité de l'Algérie aujourd'hui. Et Louari avait donné une définition de l'État, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État n'est pas arrêté par le droit, c'est l'absolutisme. L'État, comme les citoyens, comme toutes les institutions de la société civile, doit être limité par le droit. Mais quand l'État lui-même viole ses propres lois, c'est l'absolutisme total. Et cette conception de l'État, effectivement, a été, j'allais dire, imposée dès 1962. La question du respect de la citoyenneté, des droits des citoyens, n'est pas du tout dans l'ADN du régime. Dans l'ADN du régime, c'est effectivement la répression, c'est la restriction des libertés, c'est la répression, c'est par la répression qu'on règle les conflits, et ce n'est pas par les mécanismes de régulation des conflits politiques, etc. Et tout a été dit. Et donc la question aujourd'hui qui se pose, évidemment, je crois que la réaction du régime correspond à quelque chose qui a été dit aussi, hein, c'est que le régime est traumatisé par le Hirak. La matrice, la hiérarchie militaire n'a jamais été autant traumatisée que depuis le déclenchement du Hirak en 2019. Donc cette réaction est proportionnelle au traumatisme qu'a subi la hiérarchie militaire. Donc ils répriment à tour de bras, ils arrêtent, ils répriment, ils mettent les gens en prison pour empêcher toute velléité de reprise du Hirak.
Voilà le fond du problème. Donc, après avoir, et Zahir l'a si bien dit, mis la chape de plomb à l'intérieur du pays, maintenant ils veulent contrôler absolument les quelques poches de résistance qui restent encore en France, un peu en Amérique du Nord, etc. Il y a encore des personnes qui résistent et qui maintiennent un petit peu le flambeau. Donc je dois absolument remercier encore de nouveau nos invités, et vous-même, vous êtes nombreux quand même à être présents aujourd'hui ici, même si effectivement on assiste depuis maintenant ces derniers temps à Lyon une très forte pression sur les militants engagés dans le Hirak, etc., pour dissuader toute initiative d'organiser un débat sur l'Algérie. Et j'arrête là. Merci. Merci. Toi, tu veux parler? Ouais, juste une question. Bonjour, merci d'être venu. En mai 2019, il y a le président du Haut Conseil islamique qui disait qu'un Algérien ne pouvait pas être autre chose que musulman. Et il me semble qu'il y a eu une évolution législative à ce sujet en Algérie dans la nouvelle constitution de 2021. Et du coup, je voulais penser à Monsieur le Président du coup de le Poste international. Est-ce qu'il y a des débats en Algérie autour de ça? Est-ce que, je sais pas moi, des intellectuels, même des théologiens ou des philosophes prennent ce sujet à bras le corps pour en parler? Voilà. Merci. Si tu veux répondre, sinon je réponds à cette question. Je peux faire... Oui, le monsieur il a posé une question. Oui. Alors d'abord, puisque la question m'est adressée. Alors, il faut dire qu'en 2006, ils ont légiféré, ils ont voté une loi, je pense 03-2006, qui gère les confessions en général. Mais cette loi, dans la réalité, elle a tout verrouillé. C'est-à-dire, voilà, les églises, c'est ouvert, sauf qu'il faut que ça soit exercé dans un cadre légal. Et ce cadre légal n'arrivera jamais. C'est-à-dire, il faut être une demande pour l'ouverture d'un espace, alors on ne parle pas d'église, d'espace de pratique. Ni les chrétiens, ni les ahmadites ne sont autorisés. Et il n'y a aucun débat, ni sur les chaînes radiophoniques, ni sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, il faut reconnaître, le degré de religiosité en Algérie dépasse les normes. C'est pire que l'Iran. Il y a plus d'ouverture. Alors, de façade, si vous mettez à la place Odin, vous allez voir que toutes les femmes sont voilées. Et si vous voyez une femme sans voile, c'est que c'est une femme kabyle qui est venue, donc ses filles sont voilées. Donc, et les journaux, la page centrale de la grande majorité de la presse arabophone, c'est parler de la religion. Et tout débat, quand il y a quelque chose qui échappe au contrôle je prends le cas de Jebel Khair. Jebel Khair, c'est un islamologue. Il a parlé du Ramadan, il a parlé du prophète, comment il se comportait les premières années du Ramadan. Eh bien, il y a eu tout un comité d'avocats qui l'ont esté en justice. Il a été condamné à 3 ans de prison et il ne les a pas passés. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais juste une chose, il y a eu une tentative de kidnapping de Saïd Jebel Khair. Et puis maintenant, depuis 3 ans, on ne sait rien sur la vie de Jebel Khair. Juste pour vous donner une idée, et Jebel Khair, c'est un musulman sunnite malikite, comme les rites. Eh bien, on agit tout ce qui échappe au cadre défini par l'État est un crime, est un délit. Donc, il n'y a aucun débat. Et alors, tout ce qui est... Alors, sortir et adopter une nouvelle religion, Ridda. Et Ridda dans l'islam, c'est l'exécution.
C'est juste pour dire que il n'y a pas ce type de débat. Aujourd'hui, les jeunes, tellement l'école a été détournée depuis maintenant plus de 20 ans. D'ailleurs, dans les classes crèches, avant même le primaire, on apprend les enfants comment laver un mort. Et construisent avec des cartons le Kaaba, et puis ils leur apprend comment faire le pèlerinage pour des enfants de 3 ans. Et il n'y a aucun contrôle. J'étais enseignant, j'étais instituteur depuis 81. Et moi, en tant qu'enseignant, j'ai toujours mis, parce que le primaire, donc l'instituteur, il fait toutes les matières, mathématiques. Mais je mets toujours des mathématiques, parce que les enfants, quand ils arrivent en classe de bon matin, ils sont frais, dynamiques. Eh bien, j'ai été blâmé par l'inspecteur, parce que la première matière à mettre à 8h, à 8h30, c'est l'éducation islamique. Ça en 82. Alors, et depuis, donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a aucun débat sur les religions, et toutes les chaînes, d'ailleurs vous allez voir que la grande majorité des animatrices sont voilées, même les acteurs durant le ramadan, c'est des acteurs qui jouent dans des films, et puis là, ils font ils prêchent, et ils parlent de la religion. J'ai bien dit, donc le degré de religiosité dépasse les normes, et puis il n'y a aucun débat. Je vous remercie, je ne sais pas, professeur Ouari, Juste, j'ai complété pour un peu donner le contexte de ma question. Bah, déjà, merci pour votre réponse, et pour un peu à la salle et puis les gens à distance. C'est que quand il y a failli y avoir l'effondrement de l'État malien en 2013, il y avait des groupes salafistes, djihadistes au Mali, dans le Nord Mali, qui appliquaient la peine qui consistait à couper les mains ou à couper les pieds. Ils le filmaient, ils le diffusaient. Et justement, en Tunisie, il y a eu des débats à la télévision publique pour contextualiser, pour expliquer tout ça. Et franchement, c'était quelque chose de très bien, parce que ça nous permettait de comprendre et d'apprendre un peu ce qui se passait, quoi. Mais bon, apparemment en Algérie, même sur la liberté de conscience, sur les lois qui régissent, qui accordent aux citoyens la liberté d'être, c'est pas encore acquis. Voilà. Non, le problème de l'Algérie, c'est que la Constitution, elle permet la liberté de conscience, comme d'ailleurs elle permet la liberté d'expression. Mais sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Voilà le problème de... Maintenant, quant au débat, tout à l'heure, Lia a cité le cas de Djabel Khair. Djabel Khair, c'est un universitaire spécialiste de l'islam, et il a une conception de l'islam assez moderne, comme celle de Harkoun, comme celle, voyez-vous. Il n'est pas comme Salman Rushdie contre l'islam. Il se dit non, le vrai islam, voilà ce que dit le prophète, etc. Et bien là, la majorité qui est, comme l'a dit, elle est dans la religiosité et aussi dans l'intolérance, etc., n'accepte pas cette... Et il n'y a pas ce débat. Il n'y a pas ce débat. Et donc, si vous voulez, le pouvoir exécutif, pour ne pas avoir des problèmes avec les islamistes, parce qu'ils ont quand même un poids, sinon politique, au moins social, alors le pouvoir exécutif, il interdit ce genre de débat. Donc, il aplatit. Et s'il y a une plainte qui est apportée à la Commission des droits de l'homme à Genève ou ça, le gouvernement algérien, il dit non, regardez notre constitution. Notre constitution, elle permet, elle protège la liberté de conscience. Quelqu'un qui ne veut pas être musulman, c'est son droit. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. C'est même pas de ne pas être musulman. C'est de donner une opinion, n'est-ce pas, qui est contre cette religiosité, mais religiosité d'hypocrite. Voyez-vous? Parce que si quelqu'un il dit, mais comment que ça se fait qu'on est nombreux à aller à la mosquée, et aux alentours de la mosquée, il y a tant d'ordures et tant de saleté.
eh ben, même ce discours-là, il n'est pas accepté. Parce que normalement, comment on dit, Nadrafa min l'islam. Si vous dites ça, ah, non, non, mais l'imam. Ben, si vous dites ça, voyez-vous, même ce genre de débat, il n'est pas porté dans l'espace public. Vas-y. Ouais, c'est pour revenir un peu dans le contexte de cette conférence d'aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est une question de religion, ou là c'est l'islam, ou là la chrétienté, ou là c'est... S'ils ont fermé les églises, si on a fermé les églises en Algérie, c'est parce que c'est des lieux... Ils soupçonnent tous les lieux, ils suspectent tous les lieux qui sont susceptibles de recevoir un groupe de personnes qui va pouvoir discuter de choses qui les dérangent. Donc s'ils ont fermé les églises, parce que dans les églises, elles sont aussi susceptibles d'accueillir des groupes de personnes qui vont parler politique, qui vont parler de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ni l'islam, ni... Ils ne le font pas avec les mosquées parce qu'ils ont le contrôle sur les mosquées. Ils ont le contrôle sur toutes les mosquées. Mais sur les églises, ils n'ont pas le contrôle. Ils ont fermé Caritas, pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez tous Caritas, c'est une association qui existe depuis 1962. En Algérie, et qui accueille des formations, beaucoup de formations pour des jeunes, des associations. Nous-mêmes, on a organisé chez eux des formations, et c'est surtout des formations destinées aux jeunes, qui se regroupent, qui sont très contents de se regrouper, parce qu'il n'y a pas d'autres loisirs, parce que la journée, ils font la formation, le soir, ils sont en train de discuter entre eux, et en plus, il y a lieu aussi, il y a un lieu d'hébergement où on peut être hébergé. Donc, les jeunes se regroupent autour de ces formations le soir à discuter de choses et d'autres. Ça ne leur plaît pas, donc ils ont fermé Caritas. Et ils ferment les églises exactement, ils ont fermé les églises exactement la même chose. Tout ce qui est susceptible d'accueillir une discussion, un débat, tu parles de débat, mais pour moi les débats n'existent plus en Algérie, quels qu'ils soient, sont suspectés, ils sont fermés et on les interdit. Merci, juste par rapport à la Tunisie, je m'excuse. C'est important parce qu'il y aura un petit comparatif. D'abord en Tunisie, il y a eu la chute de Ben Ali, et par la suite, il y a eu justement, c'est pratiquement un nouveau régime. Il y a eu quand même 10 années, ils ont eu la chance d'avoir une assemblée constituante, et il y a un changement de régime. C'était plus le régime présidentiel, mais parlementaire. Voilà. Et juste pour l'histoire, avant ça, en Tunisie, il y a eu 35 chaînes radiophoniques associatives. En Algérie, depuis 62 à ce jour, il n'y a jamais eu de chaîne libre radiophonique ni chaîne associative. L'unique chaîne qui a été créée par Qadi Ihsan a été fermée. Il a été jeté en prison. Et en Tunisie, il y a eu des chaînes de télévision libres, indépendantes, Nesma et tout ça, donc qui appartiennent à des groupes privés, mais crédibles. Ce type de débat était permis bien avant. En Algérie, à ce jour, l'Algérie ne possède qu'une seule chaîne, qui s'appelle l'Orpheline, l'Yatima, Férougilt. Après, ils ont créé plusieurs. Alors, la chaîne télévision, 1, 2, 3. Alors, c'est la même direction, c'est le même temps, sauf que une chaîne en berbère, en kabyle, une chaîne sur la cuisine. Et par contre, il y a d'autres chaînes. Mais il y a des chaînes des oligarques, de la mafia qui a entouré Bouteflika. Ils sont de Darois étrangers, ils ne sont pas domiciliés en Algérie. À ce jour, l'Algérie possède une seule chaîne télévision, une seule chaîne radiophonique. On est loin du niveau de la Tunisie, le niveau des débats, même avec le coup d'État que Kais Saïed, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie, limite, il est annexé par le pouvoir algérien. Il y a une révolte à l'intérieur de la Tunisie. On remarque que l'armée, le pouvoir militaire algérien a une mainmise sur la Tunisie. D'ailleurs, Kais Saïed, il tient le coup grâce au soutien des militaires. Mais la population, quand même, il a acquis pendant 11 années ce droit de s'exprimer, ce pluralisme médiatique, chose qu'on n'a jamais eue depuis l'indépendance à ce jour. Je vous remercie. On ne t'entend pas. Je voulais savoir comment les ONG et les associations agissent concrètement sur le terrain, puisqu'elles sont très limitées, et quelles seraient les solutions pour atteindre ou
avancer vers une vérité historique, notamment pour les familles des disparus. Comment les ONG interviennent sur le terrain? Il n'y a pas d'ONG qui intervient sur le terrain aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'ONG. Si tu parles des ONG internationales, aucune ONG internationale n'a mis les pieds en Algérie depuis 2005. La dernière ONG, c'était Amnesty International, qui est partie, l'AFIDH aussi, mais ils sont restés que quelques jours. Et Amnesty International, qui avait fait une mission en Algérie en 2005, et c'était une mission sur les droits des femmes. Mais la dernière mission sur les droits de l'homme en général d'Amnesty International, elle date de 2000. Il y en a une en 2000 et une en 2003 ou 2004. Depuis, plus aucune ONG n'est autorisée à rentrer en Algérie, sauf Human Rights Watch. Ils ont été autorisés une fois, mais c'était sur une mission sur le Polisario, sur le camp des Sahraouis dans le sud de l'Algérie. Donc, ils ne peuvent pas. Mais aussi, d'un autre côté, même à l'étranger, les ONG, avec tout ce qui se passe dans le monde, se sont un petit peu détachés de la cause des disparus. Autant, moi je suis venue avec Amnesty International ici à Lyon, je ne sais pas combien de fois, j'ai intervenu dans des universités, j'ai intervenu dans des collèges, j'ai intervenu même dans des écoles primaires et tout, mais les gens se lassent parce qu'il y a d'autres problèmes auxquels on peut trouver des solutions. Les disparus, on n'a pas trouvé de solution puisque la vérité n'a pas été faite depuis maintenant, pour ma part c'est presque 30 ans, pour d'autres c'est peut-être plus. Elle n'a pas été faite, donc comme j'ai entendu certains dire, je préfère travailler sur les demandeurs d'asile, au moins on a un résultat, on peut suivre les personnes, on leur obtient l'asile, voilà, ou bien un hébergement, ou bien des choses je comprends ces militants-là, que c'est des choses qui ont un résultat concret, donc ils préfèrent travailler sur ce à quoi ils peuvent avoir des résultats concrets, malheureusement pour nous. Mais nous, les maires, on continue, notre association, elle continuera d'exister. C'est pas parce qu'ils nous ont fermé des locaux et tout. Là, on est en train de chercher des solutions. Et pour faire vérité et la justice, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on travaille aussi sur d'autres violations, telles que la liberté d'association, la liberté d'expression. On travaille sur l'indépendance de la justice, sur tous ces cas, parce qu'on sait très bien, nous les maires, la majorité des maires de disparus, c'est des femmes qui n'ont jamais été à l'école, pour pratiquement presque jamais à l'école. Mais elles ne sont pas bêtes, elles savent très bien. Quand il y a eu la charte pour la paix et la réconciliation nationale, elles sont venues me voir, elles ont compris que la charte était faite pour tourner cette page et qu'on disparaisse à notre tour, qu'on n'apparaisse plus sur l'espace public. Elles sont venues me voir, et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et s'ils veulent fermer, ils sont en train, voilà ce qu'elle m'a dit, ils sont en train de trouver des solutions pour contourner notre problème, notre demande de vérité. Effectivement, elle avait pas tort. Elles n'avaient pas tort, c'était plusieurs. Et une d'elles, elle me dit, mais on ne demande pas l'impossible. Si nos enfants sont morts, comme a dit Bouteflika, qu'on nous rende les corps, qu'on les enterre. Ils n'ont quand même pas mangé les os, ils n'ont quand même pas mangé les restes, ça m'avait frappé, ça s'est resté dans ma tête. Ils n'ont quand même pas mangé les restes de nos enfants, qui nous les donnent et qu'on enterre et qu'on puisse mourir en paix. D'ailleurs, elle est morte, cette dame, il n'y a pas très longtemps qu'elle est décédée. Voilà, donc ce qu'il faut faire, et nous on compte beaucoup sur vous les jeunes la relève, hein, c'est continuer à dénoncer tout ce qui est violation, tout ce qui est répression de la jeunesse algérienne surtout, et demander l'état de droit, essayer de mettre en place des actions, travailler, œuvrer pour que l'état de droit puisse exister un jour et la démocratie pour que nous on puisse avoir enfin la vérité avant qu'on disparaisse pour de bon. Juste, il faut que vous sachiez que le verrouillage ou cette violence n'est pas arrivée uniquement avec Tebboune. Avec Tebboune, les choses sont accélérées. Depuis 2013, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme n'a pas eu son agrément. Et finalement, même l'association de Nassera Ditour, avec le jugement, donc il s'est avéré qu'elle aussi, on ne lui a pas renouvelé, accordé d'agrément. Ils sont tolérés. Sauf qu'avec l'arrivée de Tebboune, d'abord, ils ont verrouillé, et par la suite, ils ont passé à la vitesse supérieure, ils ont retiré l'agrément, ils ont pris la décision de dissoudre l'association RAJ, qui est un témoin sur la destinée noire, la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui a été créée en 1985.
Et l'un des concepteurs, des personnes qui ont pensé et qui a aidé à la création de cette ligue, c'est Maître Alim Sidi qui a été assassiné à Paris le 7 avril 1987. Et donc ils ont terrassé, ils ont pratiquement pris la décision de dissoudre toutes les organisations. Et par la suite, il y a eu, ils ont incriminé tout financement. Alors, si l'association, par malheur, reçoit d'une manière, alors officiellement, recevoir l'argent sur le compte d'une association, ça n'existe pas. Mais si le soupçon que vous avez contourné la loi, eh bien c'est simple. Il y a l'article 87 bis, 20 ans de prison. Juste pour... C'est pas facile pour collecter les informations, avoir des informations. On a mis sur notre site des noms des détenus qui ont été condamnés, qui ont été arrêtés, des familles qui nous demandent, s'il vous plaît, retirez notre fils de votre site parce qu'ils les ont menacés. Il y a un chanteur qui n'est pas loin de Lyon, il a été malmené à l'aéroport. Et quand on a mis, il a envoyé, s'il vous plaît, il faut me retirer, parce qu'il les menace. Si par malheur vous allez vous exprimer sur... Voilà. Vous allez subir des violences pires que ça. Les gens, ils préfèrent l'anonymat. Ils préfèrent souffrir dans le silence que d'annoncer qu'on est... Alors que normalement, c'est dans l'intérêt des détenus, parce que quand on parle d'eux, c'est une forme de sécurité. Au moins, les gens savent qu'il est en prison et qu'il ne risque pas d'être torturé ou violenté. Il n'y a plus, c'est une forme de résistance, c'est de la résistance. Les avocats qui nous aident, nos militants et sympathisants qui nous informent, qui nous donnent des informations vérifiées, sachez qu'ils sont dans la clandestinité et prennent un grand risque pour justement tenir tête à cette mafia politico-financière. Merci. Répondez-moi à la question que je vous ai posée. Laquelle? Sur un scénario à l'iranienne. Voilà. Mais pourquoi vu la bêtise de ces dirigeants. Mais pourquoi l'impérialisme occidental, américain ou français attaquerait le régime algérien? Mais le régime algérien ne les gêne pas. Mais pourquoi il l'attaquerait? Pourquoi il l'attaquerait? Pourquoi il y aurait une attaque contre l'Algérie? Mon frère, en Algérie, il y a des richesses. Et actuellement, les empires font une course au contrôle des richesses. Oui, non, mais on est un passé... gâteau, l'Algérie. Attendez. On est passé de l'empire colonial, ou là, de l'ordre colonial, qui contrôlait directement les richesses, à l'ordre néocolonial, qui contrôle les richesses par le biais du marché. Mais l'Europe, les États-Unis, ils ont accès au marché pétrolier algérien, par le biais du marché. C'est tout. Donc pourquoi ils attaqueraient l'Algérie? Le fait que l'Algérie gêne, le régime algérien gêne la population algérienne, il ne gêne pas la population, les États occidentaux, enfin les États impérialistes. Non, il n'y a aucun risque. Alors, Justine, peut-être une dernière question. En ce moment, il y a de plus en plus de témoignages, indirects ou indirects, apparemment de femmes qui sont violées dans les prisons. Alors, moi, il y a une femme qui a témoigné, elle a diffusé une vidéo. Alors, elle n'a pas été violée, mais ils l'ont menacée. En fait, elle a été emprisonnée. C'est une militante du MAC. Et pour faire pression sur elle, ils ont ramené sa fille, qui a 14 ans, devant elle. Après, ils l'ont descendue en bas et en gros, ils lui ont dit soit tu déballes tout, sinon on va la violer. Bon, apparemment, elle témoigne. De toute façon, le témoignage... Maintenant, ce qu'elle dit, bon, ma fille, elle n'a pas été violée, puisqu'elle a accepté, elle a signé, du coup, mais elle dit, elle a entendu, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont aujourd'hui en prison, qui sont violées, et qui sont menacées, si elles le disent,
c'est-à-dire de s'en prendre à leur famille. Alors, est-ce que vous avez ces témoignages-là? Est-ce que vous avez beaucoup de témoignages comme ça? C'est-à-dire, voilà, utiliser le viol pour encore... Écoutez, c'est-à-dire, il y a des femmes qui sont extériorisées. Par exemple, celle qui a été emprisonnée parce qu'elle a eu un malentendu avec Tissam Hamlaoui. Et non, il a eu le courage quand même de dire qu'elle a été pratiquement déshabillée. Donc, c'est un cas qui a été connu par tout le monde. Et durant le Hirak, il y a eu des filles qui ont été arrêtées à Odin. Ils ont été dans un commissariat, ils leur ont demandé donc de les habiller. Et donc, et quand ils sont restés juste dans leurs sous-vêtements, alors la policière leur a dit, puisque vous dites que il faut que tout le pouvoir parle, même vous, pour les humilier. Mais en dehors de ça, nous, personnellement, à Riposte Internationale, on n'a pas eu d'informations, c'est-à-dire des femmes qui nous ont présenté des données, parce qu'il faut dire, il y a des familles qui sont confiées à nous, ils nous ont signé des documents de consentement pour présenter leur dossier à la commission de détention à l'ONU, et l'ONU a interpellé le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien est dans l'obligation de répondre en espace de 2 mois, et les réponses, et souvent c'est des mensonges, et les réponses nous ont été communiquées. Donc, mais viol, sincèrement, en tout cas pour ma part, j'ai pas eu, parce que le pouvoir est tellement pourri qu'on n'a pas besoin de lui rajouter une couche de mensonges, parce qu'il est suffisamment, c'est-à-dire impliqué dans des viols. Vous savez, quand Slimane Bouhafs a reconnu, derrière la demande, il ne pouvait pas raconter son marasme devant sa fille. Il a dit qu'il a été violé. Ah non, qu'il a été violé. Walid Naqash qui a été violé. Donc, vous savez, mais il faut dire aussi qu'on ne parle pas souvent. Wafia est en prison depuis 1 an. Une militante, une jeune fille. Ils sont en train de la briser. Et sa famille lui a rendu visite, ils l'ont trouvé dans sa main dans le plâtre. Personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'elle a été poussée? Est-ce qu'elle est tombée? Il n'y a plus de communication. Parce que les familles sont terrorisées. Et il y a des familles qui nous racontent des choses. Eh bien, on peut pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas le courage c'est-à-dire de mettre leur nom, parce qu'ils vont exposer leur enfant ou leur membre de la famille qui est en prison à toutes les violences, à tous les dangers. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus la censure, c'est l'autocensure. Les gens préfèrent se taire que de rajouter, et c'est comme ça qu'ils vont être épargnés par le régime. Malheureusement, c'est le constat. Voilà. Merci. Oui, il y a une main qui s'est levée là-bas. C'est un peu dans le désordre, je fais quelques remarques. Je voulais, comme nous tous ici, je m'intéresse à ce qui se passe en Algérie, donc je regarde, parfois on m'envoie des vidéos, je regarde toujours les commentaires. Quand je regarde les vidéos, je regarde toujours les commentaires. Et je pense qu'effectivement, la société algérienne, il faut remettre ça aussi dans le contexte mondial. Je crois qu'elle s'est beaucoup islamisée et mal islamisée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Malheureusement, on axe sur le foulard, la bigoterie. Voilà. Mais à côté, il y a aussi, vous l'aviez dit d'ailleurs, mais vraiment un élan de modernisme et une volonté d'aller de l'avant. Donc oui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes femmes qui essayent de remettre en question le partage de l'héritage, qui reste toujours de part pour un garçon par rapport à une fille, alors que la société est portée par les femmes.
Et je voulais dire quoi? Je voulais dire, je ne sais plus. Oui, par rapport à la pratique des chrétiens. J'ai écouté une fois une émission sur le Maghrébia. Alors, sur le Maghrébia, c'est souvent des opposants qui sont invités. Ouais. Et il y avait un des opposants donc, qui avait dit, à qui on avait posé la question des chrétiens qui sont pourchassés, il avait dit c'est plus pour lui, enfin c'est comme ça qu'il a présenté les choses, c'est plus le mouvement, il disait, enfin, ce qui s'est propagé ces dernières années, c'est le mouvement des évangélistes. Voilà, c'est eux qui christianisent à tour de bras, et dit que c'était ça qui était combattu en fait. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à... je ne sais plus. je perds. Mais bon, moi, oui, enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, je sais que la situation est très difficile en Algérie, que ce gouvernement est voilà, mais par exemple, quand on parlait des viols et des agressions dans les prisons, malheureusement, en France aussi, ça existe. Alors, c'est peut-être pas ici, on en parle, on peut en parler peut-être plus librement, mais des exactions, ici aussi, il y en a. Attention, je ne dis pas qu'on... Je vous dis, hein, je sais que, voilà, on est loin d'être... d'avoir le gouvernement qu'on aimerait. Mais oui, il faut qu'on garde l'espoir pour pouvoir changer tout ça un jour, quoi. Donc moi je pense qu'il y a effectivement des forces vives qui essayent de... Très bien, je crois que sur ce commentaire, où il n'y avait pas de questions, c'était des commentaires assez intéressants, qu'on va arrêter. Je remercie au nom du Forcem les deux conférenciers et je vous remercie pour votre assistance.